que j'aime bien dans le covoiturage, particulièrement dans le covoiturage du quotidien périurbain et rural, c'est que c'est quand même une notion qui vient certes transformer les usages, mais qui vient réconcilier les problématiques de fin du monde et fin du mois. Je suis parisien, mais je suis d'origine auvergnate, donc j'ai toujours ce petit truc autour de écologie des villes-mondes versus écologie pragmatique et populaire qui me taraude quand même pas mal. Et j'ai trouvé Carrosse, j'ai fait une mission pour Carrosse, donnez-nous plus de bagnoles pour fuir les ravages que causent les bagnoles. Donc on habite de plus en plus loin des villes, donc on est de plus en plus dépendant. Très souvent, là maintenant, de plus en plus, ce que font les collectivités, c'est d'essayer d'organiser le financement, en fait, la subvention des services de covoiturage pour en faire un peu comme un transport en commun, un complément des transports en commun qu'on connaît, type bus ou train de banlieue ou autre. Ça, c'est un bon modèle, c'est un bon système vers lequel aller. C'est le seul modèle qui fonctionne. Il faut envisager ça comme quelque chose qu'on ajoute à son bouquet de mobilité. On a quasiment 25% des trajets qui se font en intermodalité, c'est-à-dire que on a 25% des trajets dans le lieu d'origine ou de destination et aux abords d'une gare. Donc c'est vraiment un outil de rabattement très important vers le réseau massifié, et on parle du coût, mais on oublie de parler de quelque chose, c'est qu'à proximité de ces gares, on a aussi des problématiques de parking, voire du stationnement payant. C'est quand même mieux d'y aller en covoiturage. Il faut arriver à en faire un sujet de société, c'est-à-dire il faut créer une hype autour de cette révolution des usages. La hype aujourd'hui, elle n'est pas au partage de sa voiture, en réalité. Elle est soit à l'idéal de liberté, encore tout seul dans la voiture, ok, peut-être une voiture électrique ou autre, soit au passage, si tu le peux, à du vélo, soit etc. Mais en tout cas, au partage de la voiture, on n'y est pas encore. Et pour le coup, l'employeur est absolument central dans le dispositif. Mon invité aujourd'hui, c'est Victor Andro, directeur impact et marketing chez Carrosse, le pionnier français du covoiturage du quotidien, celui des trajets domicile-travail. Carrosse, c'est l'ambition de lutter contre un chiffre. 7 conducteurs sur 10 sur les routes françaises sont seuls dans leur voiture. Mais au-delà des intentions, où en est vraiment la France ? Comment faire du covoiturage du quotidien un réflexe pour les Français ? On va parler comportement, marketing et politique publique. Victor, bonjour et bienvenue dans Changement de vitesse. Bonjour Yann, merci de me recevoir. Merci à toi. Alors, tu as commencé ta carrière il y a maintenant presque une dizaine d'années chez Stuart, le leader de la cyclo-logistique. Tu y es resté pendant 6 ans. Tu as vu beaucoup de postes là-bas. Avant de devenir consultant en stratégie et en RSE pour rejoindre Carrosse, c'est quoi le fil rouge de ce début de carrière, ces 10 premières années ? Initialement, il n'y avait pas de fil rouge. J'ai fait un petit peu de conseils pendant mes études et ensuite je suis entré chez Stuart, qui était une start-up en plein essor en France à l'époque. Je pense que le fil rouge, c'est quand même que je m'intéressais un petit peu au sujet de mobilité et je voyais qu'un acteur comme Stuart contribuait à façonner quelque chose qui se passait dans les villes. Il y avait à l'époque un boom du e-commerce. Moi, ce qui m'interrogeait beaucoup, c'était comment est-ce que les petits commerçants aussi pouvaient avoir entre leurs mains les mêmes armes que celles des géants du e-commerce, notamment par la livraison. Et il y avait aussi toute une interrogation sur, avec cette multiplication des flux de livraison dans les villes, très souvent motorisés, comment est-ce qu'on pouvait être pionnier et transformer ces livraisons et en faire des livraisons écologiques. Et en la matière, Stuart, c'était quand même le pionnier de la livraison à vélo. Et ensuite, avec ce qu'on a conduit, de la cyclo-logistique au sens large, avec les livraisons en vélo cargo, les livraisons avec des remorques pour vélo, au départ de micro-hubs urbains. Donc Stuart, ça a été tout ça. Sachant que Stuart, assez rapidement, a été acquis par le groupe La Poste. Ouais. Donc ça vous a permis aussi d'aller voir les sujets territoires, d'aller réussir à voir un petit peu comment ça se passe partout en France et de réussir à apporter des solutions dans de nombreuses villes françaises et européennes. Complètement. Ça a été assez fascinant pour moi. C'est qu'à la fois, je faisais partie d'une start-up qui se développait extrêmement vite et dans le même temps, elle était adossée à un grand groupe à capitaux publics, le groupe La Poste. Et du coup, j'ai énormément appris quand même aux côtés de mes interlocuteurs côté groupe La Poste sur toutes les problématiques de revitalisation des centres-villes, notamment par la livraison et par les services apportés aux commerçants. J'aime bien quelque chose sur ton profil LinkedIn, sur ta fiche, au moment où tu parles de ton expérience en stratégie conseil, en stratégie et en RSE. T'expliques un petit peu tout ça et tu dis attention, je fais pas du lobbying, je cherche pas à faire changer les politiques publiques à proprement parler. Ce que j'essaye de faire, c'est de faire en sorte que les entreprises que j'accompagne, elles essayent un petit peu de shifter pour rentrer dans ce qui est attendu. Je trouve que c'est une démarche assez honnête. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus là-dessus ? Je pense que le fil rouge, c'est devenu de savoir comment est-ce que, à mon échelle individuelle et professionnelle, je pouvais contribuer à la transition écologique, parce que je me suis reçu comme certains parmi nous on va dire une claque environnementale au moment où je me suis formé, notamment à la fresque du climat. Je venais de prendre la direction RSE de Stuart, ça avait du sens pour moi de me former. Et à partir de là, je me suis dit que plus jamais je n'exercerai pour un métier qui n'avait absolument rien à voir avec la transition écologique. C'est aussi
pour ça que je travaille dans les transports et dans les mobilités, parce que c'est largement contributeur. Et à partir du moment où on a la certitude qu'on veut contribuer à ça, ça change notre perception quand on fait des affaires publiques notamment. Et on n'est plus dans de la simple défense des intérêts privés pour en effet faire évoluer des politiques publiques, mais on est vraiment sur, si tant est qu'on ait un gouvernement et une feuille de route qui veuille accélérer la transition, comment est-ce que moi, qui suis à l'intersection entre le privé et le public, je peux aussi influencer les dirigeants de mon entreprise et la stratégie de mon entreprise pour qu'elle aille dans une direction dont finalement elle va aussi bénéficier en ayant des comportements plus vertueux. Donner du vrai sens au business, quoi. Oui, c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Maintenant, justement, en tant que directeur impact, tu as un peu les cartes en main chez Caros. Comment on réussit à mesurer l'impact chez Caros ? C'est une bonne question. L'impact chez Caros, il est surtout de s'assurer que ce que fait l'entreprise et ce qu'elle est censée faire, l'impact positif qu'elle est censée apporter à la société, est bien toujours au cœur de la stratégie de l'entreprise. Du coup, on suit un certain nombre d'indicateurs qui sont des indicateurs associés à un business plan. De la même manière qu'il y a un business plan financier, il y a un business plan impact chez Caros. Le nombre de tonnes de CO2 évitées par le recours au covoiturage, le nombre de tonnes de polluants locaux évitées aussi avec le recours au covoiturage, le montant de pouvoir d'achat redistribué aux covoitureurs partout en Europe, la part et le nombre de zones à faible densité qui sont couvertes par le service. C'est des zones où il n'y avait pas du tout de transport public. Comment est-ce qu'on crée du transport public ? Donc, on n'est pas que sur de l'impact environnemental. On n'est pas du tout que sur de l'impact social, environnemental. C'est des changements de comportement. Et d'ailleurs, dans le covoiturage, pour le coup, l'avantage et le gain environnemental, c'est un des aspects. Mais le premier pour les covoitureurs, c'est un gain de pouvoir d'achat. Ce que j'aime bien dans le covoiturage, particulièrement dans le covoiturage du quotidien périurbain et rural, c'est que c'est quand même une notion qui vient certes transformer les usages, mais qui vient réconcilier les problématiques de fin du monde et fin du mois, si j'ose dire. C'est tous ces éléments qu'on mesure. On fait en sorte qu'ils soient centraux, qu'ils soient quasi autant valorisés que les éléments financiers. Pour le coup, on a la chance d'avoir un actionnariat avec la Commission européenne à notre capital et 2 fonds d'investissement à impact français qui exigent qu'on suive ce business plan impact et qui soit aussi... En plus, pas le choix. C'est-à-dire vous vous êtes mis en Exactement. Position de devoir faire les choses bien. On s'est complètement mis en position de devoir faire les choses bien. On est aussi devenu société à mission en juin dernier, donc l'an dernier, en 2024. Pour la petite histoire, je suis entré chez Caros par le biais d'une mission de conseil pour les faire devenir société à mission. Ce que je me suis dit quand j'ai vu ton LinkedIn, je me suis dit, tiens, stratégie RSE, puis directeur impact chez Caros. Ouais, en fait, je faisais un certain nombre de missions pour des entreprises. Je voulais que mes missions soient pour des structures qui soient liées de près ou de loin à la transition écologique et si possible à la transition écologique en lien avec la réduction de la fracture territoriale. Je suis parisien, mais je suis d'origine auvergnate, donc j'ai toujours ce petit truc autour de écologie des villes-mondes versus écologie pragmatique et populaire qui me taraude quand même pas mal. Et j'ai trouvé Caros, j'ai fait une mission pour Caros, et finalement Caros avait ce poste ouvert, ils me l'ont proposé. Pour la petite histoire encore, je fais un certain nombre de parenthèses, mais au début, je voulais pas revenir vers du salariat parce qu'en parallèle, j'ai une troupe de théâtre et un club d'écriture parce que j'écris et je fais du théâtre et je voulais vraiment me dédier au développement de cette pratique-là dans ma vie. Et ça t'aurait permis d'avoir quelques jours de conseils. Voilà. Et finalement, j'ai soulevé le capot, on va dire, chez Caros. Tout ce sur quoi j'ai creusé, ça m'a plu et je me suis dit que c'était un bon challenge et que c'était vraiment le métier que je voulais dans l'entreprise que je voulais en ce moment. Et en fait, c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte qu'on peut être encore conquis par une entreprise et qu'on peut avoir envie de se lever le matin pour avoir sa mission au boulot. Chose qui est pas toujours évidente, malheureusement, dans notre génération. C'est pas évident et je pense que quand on a envie de contribuer au sujet de la transition écologique et d'en être un acteur, et qui plus est, quand on a envie de faire ça dans des structures qui sont à mi-chemin entre privé et public, en réalité, il n'y a pas beaucoup de secteurs. Aujourd'hui, il y a la mobilité, l'urbanisme et l'aménagement urbain et les énergies. Grosso modo, c'est vraiment quand tu cherches la combinaison. Et donc, pour moi, en l'occurrence, c'est la mobilité parce que c'est un peu ce dans quoi je me suis spécialisé et ce qui me passionne aujourd'hui. Voilà. C'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure sur la fracture territoriale, sur le fait que toi, tu vois la différence quand même quand on est dans une grande ville et quand on est dans des zones un petit peu moins desservies. Ça, à part le covoiturage, il n'y a pas grand-chose qui peut répondre à ce problème aujourd'hui. C'est un de tes constats aussi, ou bien tu vois aussi d'autres schémas qui peuvent répondre à la mobilité en zone plus rurale ? Non, je pense quand même qu'il y a d'autres schémas. Enfin, le covoiturage, c'est un petit peu une révolution des usages, mais il y a quand même un certain nombre de possibilités. Moi, mon constat, c'est que c'est pas la route en tant que telle qui pollue, c'est vraiment ce qu'on met dessus. Donc, il faut transformer les usages, il faut rouler plus collectif, avec du covoiturage, mais aussi avec des
des systèmes de car express. C'est un élément qui a été vraiment développé et lancé notamment par François Durovray, ancien ministre des Transports, avec une politique qui, je l'espère, va vraiment se concrétiser et s'accélérer. Donc ça, j'y crois beaucoup dans les zones rurales, mais je crois aussi dans le changement des motorisations et des énergies qui doivent pas être uniquement à l'apanage des zones urbaines, mais on doit pouvoir faire de l'électrification de véhicules à grande échelle, y compris en zone rurale, avec un certain nombre d'infrastructures de recharge. Il faut simplement arriver à amener tout le monde en offrant un bon niveau de service pour pas imposer les choses aux gens. Alors justement, tu vois, sur la mobilité, on a dit un changement de mentalité à opérer. En réalité, il y a 900 000 trajets de covoiturage par jour en France. Très souvent, c'est des trajets de covoiturage, par contre, qui sont en famille, entre amis, entre collègues aussi, entre personnes qui se connaissent. Il y a 96% des trajets dits de covoiturage, selon l'Observatoire national du covoiturage, qui sont donc des trajets entre personnes qui se connaissent. Et 4% aujourd'hui seulement des trajets qui passent par des plateformes. C'est là-dessus que la plateforme a une utilité. C'est pour réussir à faire changer cette mentalité ou à rendre la chose plus facile. En effet, aujourd'hui, il y a grosso modo 95% des trajets qui sont des trajets de covoiturage intrafamilial. Au-delà de personnes qui se connaissent, c'est vraiment de l'intrafamilial sur du loisir, sur amener mes enfants au sport, aller faire les courses en famille, faire des choses comme ça. Et du coup, on considère que les trajets domicile-travail aujourd'hui, c'est seulement 5% des trajets covoiturés. Pourtant, ces trajets domicile-travail, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, en France, c'est plus de 70% des Français qui prennent leur voiture chaque jour pour aller travailler. Seul. Sur ces 70%, tu en as plus de 9 sur 10 qui sont seuls au volant. Okay. Donc, on matérialise assez vite la manne de sièges libres qui circulent. On estime qu'en France, chaque jour, c'est à peu près 50 millions de sièges vides qui circulent. Donc, c'est absolument énorme. En plus, c'est concentré globalement sur des horaires qui provoquent de l'engorgement des routes le matin, le soir. Au-delà du sujet de la transition durable, tu as aussi un sujet sur l'engorgement, sur la vie quotidienne en fait des gens. Ah mais évidemment, le covoiturage, c'est d'abord une affaire d'amélioration du quotidien, sans même parler de l'aspect environnement ou pollution locale. Mais tu as de l'engorgement des routes et des infrastructures, énormément de temps passé, du stress induit aussi, passé dans les bouchons, des problématiques aussi d'infrastructures avec des parkings des employeurs qui sont complètement saturés. Donc quand même, le covoiturage du quotidien, ça répond à un certain nombre de problématiques aujourd'hui, pas uniquement environnementales. Mais c'est quoi les leviers? Puisqu'en fait, ce que je peux aussi comprendre, c'est que les gens n'ont pas forcément trop envie d'avoir des inconnus dans leur voiture. Ils vont au bureau, ils mettent leur musique, ils passent leur coup de fil, etc. Comment est-ce qu'on réussit à faire un peu évoluer cette mentalité pour le bien commun? Je vais me permettre de te donner un conseil lecture. André Gors, Idéologie sociale de la bagnole, c'est un livre qui a été écrit à la fin des années 60 et qui est encore d'actualité de façon assez dramatique et qui explique comment en France, mais ça vaut aussi pour d'autres pays, il y a eu vraiment le développement d'une idéologie de la voiture et comment cette voiture individuelle a conditionné à la fois l'aménagement et l'étalement urbain, le fait qu'on vive de plus en plus loin des villes. Il y a une phrase de ce livre que j'aime bien citer qui est « Donnez-nous plus de bagnoles pour fuir les ravages que causent les bagnoles ». Donc on habite de plus en plus loin des villes, donc on est de plus en plus dépendant. Et simultanément, tu as eu la voiture dans l'imaginaire des gens, c'est-à-dire avec les dépenses publicitaires massives qui ont été faites pour mettre en avant l'automobile et pour mettre en avant les valeurs associées de liberté, d'émancipation, associées au fait d'être seul dans sa voiture. Donc il faut quand même revenir sur tout ça. Et tout ça, c'est largement ancré dans les mentalités et aussi dans l'aménagement urbain. Et donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de freins qui en découlent presque logiquement. D'abord, de voir la voiture un petit peu comme son sas de décompression et comme le prolongement de son chez-soi, tout simplement. Ouais. Et pour qui a conduit et est allé au travail en voiture par le passé ou aujourd'hui, on sait très bien que ça peut être quand même associé à un moment assez sympa où vraiment on se relâche, etc. Sauf qu'on a un petit peu tendance à oublier, le coût économique et aussi le stress qu'on peut avoir en étant seul dans sa voiture au quotidien. Tu accompagnes tes enfants ou quoi à l'école? Moi, je l'ai vécu à un temps et franchement, c'est vrai que t'arrives au bureau, en fait, t'es rempli de nerfs. Ouais. T'as pas commencé ta journée. Et effectivement, depuis que je peux venir moi, au bureau maintenant à vélo ou même en transport en commun, ça n'a rien à voir. Ouais. C'est-à-dire que ce que tu dis, finalement, cette décompression t'apporte quand même beaucoup de pression dans la réalité. Donc ça, c'est le premier frein. Et les autres freins, ils sont, c'est précisément des freins qu'une société comme Caros va essayer de lever progressivement. On fait, nous, à la fois des webinaires et des animations sur les parkings et les cantines des employeurs pour expliquer, pour lever les freins un à un. Et les freins principaux, il y en a 3. Le premier, c'est, de toute façon, il est impossible que je trouve quelqu'un qui fasse le même trajet que moi, aux mêmes horaires, donc ça sert à rien.
Et c'est précisément pour ça que des opérateurs, des plateformes d'intermédiation comme nous, on sert, c'est parce qu'on va faire des appariements. Donc, on va faire matcher un conducteur et un passager pour en faire un équipage. Voilà. Donc, ça, c'est le premier frein. Le deuxième frein, c'est de dire le covoiturage pour de la longue distance, pourquoi pas, mais pour aller au travail le matin, je suis tellement pressé, je vais pas en plus perdre du temps pour retrouver mon covoitureur, parce qu'il y a l'idée selon laquelle on va pas pouvoir venir nous chercher chez nous, alors que en vérité, si. Nous, on fait en sorte que les détours maximum, ils soient de 5 minutes. Donc, c'est vraiment aussi un frein qu'on vient lever. Le troisième frein, il est « et si je me fais poser un lapin, notamment au retour du travail, comment je fais pour rentrer chez moi ?» Et ça, c'est un vrai frein que tu lèves avec la garantie d'une assistance retour qui fonctionne super bien. C'est-à-dire que si jamais le covoitureur ne vient pas me chercher, nous, on vous paye un taxi ou un truc. Tu as juste à écrire au support Caros et c'est le support qui prend tout en charge et qui va te commander un taxi ou un VTC ou que sais-je, qui va te ramener chez toi. C'est bon, j'ai même pensé à ça, mais c'est vrai que quand tu es dans la situation, tu vas te dire attends, mais comment je fais ce soir si jamais le gars me plante? C'est un frein évident. Et le dernier frein, c'est qu'on ne matérialise pas vraiment l'avantage financier qu'il peut y avoir parce que c'est de la courte distance. Donc, on se dit ouais, mais finalement, on ne voit pas bien en réalité combien ça coûte un véhicule. Au-delà de l'essence, quel est le coût de l'amortissement, de l'entretien, etc. Sachant que de mémoire, c'est quelques euros par passager par trajet. Oui, tout à fait. En fait, ce que va toucher le conducteur, globalement, c'est 2 euros par passager transporté pour 20 km. Ça va lui couvrir globalement le prix de l'essence et un peu plus, et du coup, le conducteur va être satisfait. En revanche, le passager, si tu lui demandes de payer 2 euros son trajet, là, ça va pas être incitatif pour lui parce que ça va être plus que le coût de son essence et ça va pas forcément l'inciter à devenir passager. C'est pour ça que ce qu'on préconise, et là où on observe que le covoiturage marche, c'est quand le passager va payer quelque chose du style 50 centimes ou quand il va y avoir une gratuité s'il est détenteur d'un pass de transport. Oui, voilà, c'est ça. Très souvent, là maintenant, de plus en plus, ce que font les collectivités, c'est d'essayer d'organiser le financement, en fait, la subvention des services de covoiturage pour en faire un peu comme un transport en commun, un complément des transports en commun qu'on connaît, type bus ou train de banlieue ou autre. Ça, c'est un bon modèle, c'est un bon système vers lequel aller? C'est le seul modèle qui fonctionne, à vrai dire, aujourd'hui, pour développer le covoiturage du quotidien à l'échelle. Il faut envisager ça comme quelque chose qu'on ajoute à son bouquet de mobilité. Donc, je suis une collectivité, une autorité organisatrice de mobilité. J'ai mes systèmes de transport en commun, mon tramway, mon bus, mon vélo en libre service. Je vais ajouter le covoiturage comme une brique. Je vais l'inclure dans ce bouquet de mobilité en lui donnant d'ailleurs un nom. Nous, ce qu'on préconise, c'est pas du tout qu'on s'appelle Caros, c'est qu'on est des marques territoires. Donc, le service qu'on opère s'appelle Autop à Strasbourg, le covoiturage à Aix-Marseille, En Covoit Rendez-vous à Lyon. Ça, c'est la collectivité qui va prendre en fait son branding, son logo, etc. et créer toute sa marque de covoiturage. Et vous êtes derrière pour opérer le système. Nous, on opère le service, donc on a notre application qui est un socle applicatif mutualisé vers lequel du coup tous les covoitureurs peuvent aller. Et une fois que tu es dans un territoire, ton service va passer. Tu vas passer dans le service de la collectivité. Donc, tu vas passer dans la marque de la collectivité, aux couleurs de la collectivité, avec la tarification appliquée par la collectivité et avec toutes les règles que la collectivité aura voulu. Et l'appli que je télécharge, c'est l'appli Caros ou c'est l'appli que tu télécharges, c'est l'appli Caros. Mais qui du coup va switcher en Autop. Enfin, c'était le cas jusqu'à maintenant, mais ça va être différent. Pour la première fois en Europe, on va lancer une application vraiment en marque blanche, une application d'Île-de-France Mobilité, avec le dernier marché de covoiturage du quotidien que Caros a remporté. Et cette fois-ci, ce sera vraiment une application en marque blanche, mais développée par Caros. Donc là, les Franciliens ne vont pas télécharger Caros, ils vont être dans certainement une appli Île-de-France Mobilité ou autre. Oui. D'ailleurs, Île-de-France Mobilité avait déjà commencé à ajouter de plus en plus de services, que ce soit des services de vélo partagé ou autres, dans leur application. Donc, il y a cette ambition de vraiment couvrir toutes les mobilités par IDFM aujourd'hui. Si on regarde les dernières années, la mandature à la région et à Île-de-France Mobilité, on a globalement une révolution des transports en Île-de-France et qui vit en Île-de-France peut le matérialiser au quotidien. Donc, il y a un certain nombre de lignes qui ouvrent, il y a une fréquence et une qualité de service qui s'améliore et il y a un certain nombre de services qui sont adjoints, le tout dans un même univers IDFM. Aujourd'hui, on peut acheter et valider nos titres de transport directement depuis notre téléphone. Et on a un certain nombre de services qui s'ajoutent. Le covoiturage fait partie de ces services. Île-de-France Mobilité fait le pari d'intégrer
vraiment le covoiturage à son système de transport public et à son bouquet de mobilité, notamment pour servir les zones éloignées. 80% du covoiturage en Île-de-France aujourd'hui, c'est de la grande couronne. Donc, on n'est pas sur du Bagnolet-Paris, par exemple. On est vraiment sur des personnes qui, par exemple, vivent en grande couronne en Essonne et vont travailler dans le 78, qui soit n'ont pas de possibilité de trajet en transport en commun, soit pour qui ce serait vraiment trop une galère et beaucoup trop long. Et du coup, c'est vraiment à toutes ces personnes qu'on s'adresse et on va faire à la fois du point à point, c'est-à-dire de mon lieu de domicile à mon lieu de travail, mais aussi du rabattement et de l'intermodalité. C'est-à-dire, je vis par exemple dans la belle commune des Molières, dans le 91, qui est à peu près à 10 minutes en voiture de Massy-Palaiseau. Si je veux rejoindre Châtelet-Les Halles, je vais d'abord aller jusqu'à la gare de Massy-Palaiseau en covoiturage. Ça va me rabattre sur le RER B et voilà. Et ça, en financement, ça fera partie des passes Navigo et autres ou pas ? Oui, complètement. Le covoiturage va être complètement intégré au bouquet de mobilité. Donc, tout titulaire de passe Navigo aura droit à 2 trajets, entre guillemets, gratuits de covoiturage par jour, de la même manière que quand il va prendre son bus ou son métro, il va pas avoir à payer davantage. En revanche, les non-titulaires vont avoir l'équivalent du prix d'un ticket à payer. Prix qui n'est pas encore 100% déterminé. À noter quand même que cet élément-là, ça intéresse un certain nombre de collectivités et ça intéresse surtout des collectivités outre-Rhin. Les collectivités allemandes et particulièrement celles de Hambourg ont vu que le fait de proposer du covoiturage dans l'offre de transport public, ça permettait de faire revenir des gens dans le transport public. C'est trop difficile pour moi de me rendre à la gare, donc finalement j'abandonne complètement. Vu que je prends une voiture, j'ai pas envie de laisser ma voiture à la gare, donc maintenant ça y est, je prends ma voiture et je reste en Exactement. Et du coup, j'arrête de payer du transport public, mais du coup, je me plains aussi parce que je rappelle quand même que les collectivités financent le transport public avec du versement mobilité qui est prélevé sur tout employeur de plus de 11 salariés. Donc, tout employeur aujourd'hui de plus de 11 salariés va payer du versement mobilité pour financer le transport public. Et il y a vraiment une question d'acceptabilité si ce transport public ne sert qu'à une petite partie des salariés. Ouais, là, en fait, on a vraiment le côté intermodalité dans le covoiturage que j'avais pas forcément avant qu'on en parle là. Il y a une utilité énorme pour pouvoir vraiment rejoindre la gare et puis de la gare réussir à repartir. De toute façon, tu n'auras pas forcément la possibilité de trouver ni un taxi ni quoi que ce soit si tu en as les moyens. Et là, tu as la possibilité de rejoindre ta gare, d'arriver à Châtelet. En fait, en 30 minutes, la personne est à Châtelet-Les Halles en étant passée par un trajet covoiturage, la gare et le RER. Pour le coup, c'est un cas d'usage qui est hyper important hein, sur l'Eurométropole de Strasbourg, par exemple. On a des trajets qui viennent vraiment de loin, on va dire. On a des trajets de 30 km en dehors de Strasbourg. On a quasiment 25% des trajets qui se font en intermodalité. C'est-à-dire que on a 25% des trajets dans le lieu d'origine ou de destination et aux abords d'une gare. Donc, c'est vraiment un outil de rabattement très important vers le réseau massifié. Et on parle du coût, mais on oublie de parler de quelque chose, c'est qu'à proximité de ces gares, on a aussi des problématiques de parking, voire du stationnement payant. C'est quand même mieux d'y aller en covoiturage. Tu as dit ça apporte beaucoup de rabattement, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, qui vont avoir du mal à y passer. Comment est-ce qu'on fait justement, toi qui as la double casquette impact et marketing chez Caros, qui en fait s'occupe de l'acquisition usager tel qu'on le dit un peu dans le milieu marketing, mais grosso modo, qui est-ce qui va faire savoir à monsieur et madame Michu que maintenant ils peuvent se rendre à la gare d'à côté en covoiturage? Est-ce que ça c'est le rôle de Caros ou est-ce que c'est le rôle de la collectivité et comment est-ce que vous travaillez ça? Pour le coup, moi, la façon dont je vois des opérateurs de covoiturage et dont on veut opérer les choses chez Caros, c'est qu'on est un petit peu allez, je veux pas citer d'autres acteurs, mais on est un peu des anti-Uber, entre guillemets, au sens où on se voit pas vraiment comme une plateforme qui va proposer son service partout de la même manière et qui va venir standardiser les usages. Nous, on se voit vraiment comme un opérateur qui va du coup venir fournir un service à une collectivité. En soi, la compétence d'organiser les transports, c'est la collectivité qui la détient. Donc nous, on est là pour l'aider et pour l'outiller et pour opérer correctement. La collectivité, on va lui fournir un certain nombre de recommandations et d'actifs marketing. Donc, quand une collectivité va signer un contrat avec Caros, certes, il va y avoir la fourniture d'une prestation technologique, l'application de mise en relation, etc. Mais il va aussi y avoir tout un accompagnement méthodologique pour faire connaître le service, communiquer autour de ce dispositif et animer tous les réseaux d'employeurs. On va aider la collectivité à développer sa marque employeur. Souvent, c'est même nos designers en interne qui la développent, avec ou sans la collectivité, selon ce qui est décidé. Ensuite, on va proposer à la collectivité un certain nombre d'actions marketing et de communication, online, offline, etc. Et c'est nous-mêmes qui allons faire des animations chez les employeurs.
Donc, on va se dire, une fois qu'on a signé avec une collectivité, on n'a pas encore fait l'usage. L'usage, on va aller le chercher avec les salariés des employeurs et c'est nous qui allons les démarcher avec ou sans la collectivité. Donc, ça passe beaucoup par les employeurs et justement Énormément. les gares. Alors, ça passe beaucoup par les employeurs et j'ai oublié les campus aussi, parce qu'on fait du domicile-travail, mais on fait aussi beaucoup du domicile-études, faut pas l'oublier. Et les gares, aujourd'hui, on peut aller faire des opérations, on va dire, offline, de flyers dans les gares, mais là, on touche à quelque chose qui, je pense, est un petit peu le nœud du problème aujourd'hui dans le transport public, c'est que il faut arrêter d'opposer les modes. Et du coup, c'est pas parce qu'on développe du covoiturage que ça va venir freiner le développement des transports en commun, bien au contraire. En fait, il y a deux choses. Il y a opposer les modes quand on parle à grande échelle, au niveau gouvernemental, politique publique ou business. Et il y a opposer les modes sur les usagers. Par contre, les gens qui sont dans des mobilités encore sous-représentées, par exemple les cyclistes aujourd'hui par rapport aux automobilistes ou aux personnes qui se déplacent en transport en commun, sont plus justement en club. C'est-à-dire que quand ils arrivent dans le parking vélo ou quoi de l'entreprise, il y a un côté un petit peu, on est entre nous et c'est un sujet qui monte beaucoup dans les entreprises d'apporter plus de services justement pour ces gens-là parce qu'ils savent que ça crée une certaine rétention côté employeur, quoi. Complètement. Et là, du coup, tu touches quelque chose du doigt. Comment faire prendre le covoiturage et comment le développer, comment en faire un réflexe. Il y a une combinaison de plusieurs facteurs. D'abord, il faut que ce soit bien identifié comme du transport public, bien intégré au bouquet de mobilité sur mon territoire. Je vais te donner un exemple. Aix-Marseille, Provence Métropole. Le service de vélo s'appelle le vélo, en un mot. Le service de bus s'appelle le bus. Le service de car s'appelle le car. Le métro s'appelle le métro. Ils ont lancé le covoiturage, opéré par Caros. Ça entre dans la tête des gens. C'est associé à une tarification. C'est une marque. OK, c'est du transport public, c'est ma collectivité. Deuxième point, c'est qu'il faut arriver à en faire un sujet de société. C'est-à-dire, il faut créer une hype autour de cette révolution des usages. La hype aujourd'hui, elle est pas au partage de sa voiture. En réalité, elle est soit à l'idéal de liberté, encore tout seul dans la voiture. OK, peut-être une voiture électrique ou autre. Soit au passage, si tu le peux, à du vélo, soit, etc. Mais en tout cas, au partage de la voiture, on n'y est pas encore. Et pour le coup, l'employeur est absolument central dans le dispositif. L'employeur, il est là à la fois pour aller flécher des dispositifs pour développer les mobilités durables de ses salariés. On peut parler du FMD, du forfait mobilité durable par exemple, mais il est là aussi pour venir organiser des challenges entre ses salariés, de qui covoiture le plus, de qui contribue le plus à la réduction des émissions de CO2, etc. Et il y a un certain nombre de challenges qui se font chez les employeurs qui aujourd'hui sont absolument centraux dans le dispositif. Alors ça, c'est la partie justement acquisition. Au niveau rétention, c'est quoi les challenges? Faire en sorte qu'une personne qui a covoituré une fois à travers l'appli Caros, enfin l'appli pour le coup locale opérée par Caros, revienne et continue. Est-ce que ça se passe vraiment? Est-ce qu'on voit qu'il y a un gros taux de repeat? Alors justement, question super intéressante. Nous, la métrique principale qu'on suit, c'est les covoitureurs actifs chaque semaine. On ne suit pas le nombre de covoitureurs qu'on a sur la plateforme, on suit vraiment ceux qui en font un usage intensif et régulier, parce qu'en réalité, c'est eux qui permettent de changer les comportements dans la société et qui ont des équipages, etc. Donc, nous, on n'est pas dans une politique d'acquisition à tout bout de champ et de toute façon, c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Il faut au contraire se dire comment est-ce que je cible des gens qui vont avoir une propension à rester ou comment est-ce que je cible des gens qui vont venir tester et à qui je vais donner envie de rester. Tout ce qu'on développe est tourné autour de la rétention des utilisateurs et pour ça, il faut plusieurs choses. Il faut leur proposer et leur pousser de constituer un équipage qui va avoir une propension à covoiturer. Donc, c'est pas juste je te mets en relation avec la personne qui ce jour-là passe devant chez toi, mais c'est je vais observer l'historique, cette personne fait ce type de déplacement à tel et tel moment. Bah, là, vous allez matcher. Peut-être qu'elle passe pas aujourd'hui, mais elle passera demain. Et à partir du moment où tu arrives à trouver un équipage, on va dire, de confiance, forcément, ça crée des choses. Ensuite, on a vraiment toute une dynamique avec les employeurs pour faire covoiturer des gens de la même entreprise ou de la même zone d'activité. Et ben forcément, ça va créer quelque chose de confiance parce que on se connaît même pas forcément. On se connaît même pas forcément, mais il y a quand même un élément de confiance qui vient se renforcer. Et c'est à partir de tout ça qu'on va pouvoir créer de la rétention. Donc, il y a une partie dans le produit, dans l'application et une partie dans les usages qu'on développe. Pour vous assurer que les gens continuent d'utiliser l'appli une fois qu'ils se connaissent, en fait, ça va justement passer par la partie paiement, pass de mobilité, etc. Puisque autrement, une fois que j'ai l'habitude de covoiturer avec toi tous les jours,
on peut se passer de l'appli, je t'envoie un message WhatsApp, quoi. En effet, moi, Victor, et je pense chez Caros, ce qui compte quand même pour nous, c'est de développer le covoiturage au sens large. Donc, on sait que nos solutions, elles permettent aussi de développer le covoiturage informel. Mais à la fin, c'est ce qu'on est censé faire. Donc, en revanche, il y a quand même un certain nombre d'avantages au fait de covoiturer dans l'appli. Déjà, il va y avoir une tarification associée. Et mine de rien, le volet tarification, c'est absolument essentiel pour développer le covoiturage. Donc, il va y avoir la tarification et le subventionnement de la collectivité. Mais il va aussi pouvoir y avoir directement dans l'appli le fléchage de dispositifs comme du forfait mobilité durable. Ça, c'est pas possible si on fait du covoiturage informel qui est pas tamponné. Et c'est normal. À partir du moment où il y a de l'argent, et en l'occurrence de l'argent public en jeu, il faut qu'il y ait un cadre, il faut qu'il y ait un dispositif technologique qui garantisse qu'il y a bien eu le trajet entre la personne X et la personne Y qui est parti de là à là et que ça a fait tant de kilomètres. Et ça, sans solution technologique, c'est juste pas possible de le prouver. Donc aujourd'hui, par exemple, avec des employeurs très engagés dans le covoiturage, l'employeur numéro 1 en France, c'est Michelin, avec entre un quart et un tiers de ses effectifs qui covoiturent quand même toutes les semaines. Donc ils ont beaucoup travaillé le sujet en interne. Ils ont énormément travaillé le sujet. Avec eux, on est allé assez loin. On distribue du forfait mobilité durable directement dans l'application. Donc vous avez votre application, vous êtes associé à l'employeur Michelin et vous avez comme une cagnotte qui est votre forfait mobilité durable disponible sur le mois. Et au fur et à mesure de vos trajets, ça se déduit. Et pour le coup, ça fait du covoiturage gratuit pour les salariés de Michelin. Et là, ça pareil, c'est une appli, là pour le coup pas territoriale, c'est une appli brandée avec Michelin en fait. Alors si, ça va être des applis territoriales en fonction des géographies et des sites Michelin, mais vous allez être associé au compte Michelin. C'est super intéressant. De manière plus large, est-ce que tu as quelques chiffres? Moi, ça m'intéresse de savoir un peu, par exemple, si tu as l'âge moyen de vos covoitureurs ou est-ce que c'est plus des hommes, des femmes, des datas un peu comme ça. C'est vrai que moi, je me posais un peu ces questions-là avant l'entretien, notamment aussi, je lisais que c'est énormément en Île-de-France aujourd'hui qu'a lieu le covoiturage. Je vois ton visage, donc apparemment non. Donc ça m'intéresse de voir un petit peu aussi où on en est de l'intérieur de la bête plutôt que simplement ce que je vais avoir sur l'observatoire du covoiturage ou autre. On a un certain nombre de data en interne, bien sûr, mais on pense que ce qui compte, surtout quand on veut faire de notre industrie, inclure ça dans les politiques publiques, c'est d'avoir de la donnée objective, objectivée, objectivable et du coup qui ne soit pas produite par nous. Ce sur quoi on se réjouit, c'est que les derniers chiffres sur le covoiturage, la dernière grande enquête, c'était une enquête de l'ADEME en 2015. On parle plus du tout de la même chose en 2025 et en 2015. Et là, l'ADEME va sortir une très grande étude sur le covoiturage, qui est l'étude de la décennie, et qui va fournir tous ces chiffres-là. Donc on va avoir une étude 2025. Oui, une étude en 2025 qui a été réalisée auprès de 20 000 covoitureurs en France. Donc c'est quand même assez important et qui va venir fournir des chiffres sur le report modal, les critères socio-économiques des covoitureurs, leur motivation, leurs freins, etc. C'est une grande étude qui va paraître en septembre ou en octobre, dont on a déjà eu une présentation en introduction par l'ADEME lors des dernières journées nationales du covoiturage. Le CEREMA fait aussi un certain nombre d'évaluations de l'impact du covoiturage, notamment pour les collectivités. Mais globalement, de ce qu'on sait, l'âge moyen, c'est à peu près 40 ans. Et la répartition homme-femme, on est à peu près sur du 50-50. Les femmes peuvent avoir un frein supplémentaire d'aller covoiturer avec un homme. Une solution comme Caros, mais je pense que certains des concurrents en ont, on a une option Ladies Only qui permet de covoiturer uniquement entre femmes. Je me posais la question, j'ai pas osé la poser, tu vois. Donc, si. Okay, parce que je me suis dit ça aussi, que ça pouvait parfois être aussi un frein et... Ah mais ça peut complètement être un frein. On évolue dans la société dans laquelle on évolue. Et ça, c'est très utilisé, cette option-là, Ladies Only. C'est quelque chose qui est vraiment courant à utiliser ou pas forcément? C'est assez utilisé et notamment quand un service se lance. C'est une option qui peut être débranchée dans un temps 2 à partir du moment où j'ai commencé à covoiturer dans un écosystème que j'estime être de confiance, donc soit de ma zone d'activité, soit de mon employeur, de mon centre hospitalier, etc. Mais ça permet de passer au covoiturage et puis une fois qu'on y est, on se rend compte que ça va, on est cool. Et je pense qu'on se rend compte aussi que c'est safe, qu'il y a un certain nombre d'éléments du trajet qui sont traqués, que c'est aussi une communauté de confiance, que dans le dispositif, il y a des employeurs, il y a la collectivité. Enfin, on n'est pas livré à nous-mêmes dans un service purement plateforme B2C. Combien de temps dure en moyenne un trajet de covoiturage du quotidien? Alors, un trajet de covoiturage du quotidien, ça va dépendre des bouchons, mais en tout cas, sa distance moyenne, c'est 21 km. D'accord. Donc on n'est pas sur des tout petits trajets. Le covoiturage courte distance, dans sa définition en France, c'est plus de 5 km, moins de 80. Et on est sur une distance moyenne qui est un peu plus de 20 km. Donc on est sur des trajets qui peuvent pas être effectués à vélo déjà et sur lesquels il n'y a pas d'itinéraire efficace en transport en commun.
Et donc, 21 km, ça va faire quoi? Ça va faire une petite demi-heure, quoi. Oui, ça fait à peu près une demi-heure. Et vous avez des remontées un peu des usagers? C'est-à-dire, les gens après, se connaissent. Enfin, quand on bosse, typiquement, tout à l'heure, tu prenais l'exemple d'Airbus. Quand on est à Toulouse-Blagnac et qu'on bosse ensemble mais qu'on n'a pas l'habitude de se voir, ça crée en fait des liens, des amitiés. Enfin, c'est assez sympa. Moi, ce que je préfère, c'est recevoir les photos des barbecues carrosses qui sont organisés, voir des rencontres carrosses, voir des mariages carrosses, parce qu'il y en a déjà eu. En effet, il y a d'abord des groupes qui vont se monter, des groupes WhatsApp ou autres. Ensuite, il y a en effet des invitations type des barbecues carrosses qui sont faits l'été, et on reçoit à chaque fois les photos et on est super content de le voir. Et vous n'êtes pas forcément dans ces démarches-là à pousser by the way, le barbecue au carrosse aura lieu telle date, telle heure. C'est eux entre eux qui se... Oui, c'est vraiment eux entre eux. Génial. Nous, on n'a pas pour but d'être trop interventionniste. Nous, notre but, c'est que les gens se disent le covoiturage, ça peut être bien, ça a un certain nombre d'avantages. Finalement, c'est ma contribution à moi et ça va être bien pour mon porte-monnaie. Et à partir de là, on est là pour rendre l'expérience aussi efficace et désirable que possible dans l'application. Mais après, on laisse la vie faire son œuvre. On crée les conditions, on fait en sorte que ça marche. Victor, on a bientôt les élections municipales qui arrivent en 2026. Est-ce que le covoiturage, selon toi, va être un enjeu central, même si habituellement c'est plutôt à l'échelle des régions, des agglos, etc. Et de manière plus générale, il y a 6 ans, 2020, les élections municipales avaient quand même beaucoup évolué sur les sujets transport et mobilité, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Tu penses que la mobilité aussi va être un gros enjeu de ces municipales? Alors, pour répondre à la première partie de la question sur le covoiturage, j'espère que ça va être un sujet. Et j'espère que les mobilités du quotidien en général vont être un sujet et le covoiturage en particulier. Je pense qu'en 2026, aujourd'hui, on a à peu près un quart des collectivités françaises qui sont engagées dans un projet de covoiturage, souvent en construction d'un service public de covoiturage. Donc, comme je te l'ai expliqué, avec développement de la marque territoire, de la tarification, intégration au réseau de transport. Et pour le coup, les premiers résultats sont là, ils sont tangibles et c'est quelque chose qui plaît aux gens parce que c'est un vrai service, qui plaît aux employeurs parce que ça renforce leur attractivité et qui permet soit de brancher un système de transport public dans des campagnes où il n'y en avait pas, soit d'ajouter un élément. Donc, j'espère vraiment que les candidats vont se saisir du sujet et vont essayer d'amener le covoiturage, on va dire, au next level, entre guillemets. Et pour le coup, on a un certain nombre de sons de cloche qui nous rendent assez optimistes en la matière. D'accord. Et pour élargir au sujet de la mobilité et de son importance dans ces élections municipales, je me replace dans les dernières élections municipales en 2020. La mobilité était vraiment importante, mais elle a été concentrée, je dirais, sur un petit peu la révolution de la mobilité urbaine en métropole, en mégalopole, en ville. Vélo partagé, trottinette, etc. Donc, il y a eu énormément de choses qui ont été faites sur le vélo et les aménagements cyclables. Et franchement, je pense que les personnes qui vivent dans ces villes-là s'en réjouissent aujourd'hui. Et nos usages ont fondamentalement changé, la majorité d'entre nous en 6 ans pour le coup. Mais il y a un certain nombre de choses qui ont été faites dans et pour les grandes villes. Je dirais qu'on n'est pas du tout allé aussi loin sur les zones périurbaines et sur les zones rurales, sauf que la mobilité, ça renvoie au temps que passent les gens pour se déplacer, à la façon dont ils peuvent être empêchés ou au contraire libérés. Et du coup, ça a vraiment des conséquences sur le quotidien des gens et aussi sur, on va dire, un mécontentement potentiel. Un certain nombre de leaders politiques aujourd'hui ont compris que ces sujets de mobilité du quotidien étaient centraux et j'espère que ça va être absolument central dans les prochaines élections. Je rappelle quand même qu'on est dans un moment où on parle de déploiement des SERM, donc du RER métropolitain, et de comment mieux relier les campagnes à la ville ou comment même mieux faire fonctionner les zones périurbaines et rurales en matière de mobilité. Et je rappelle que le covoiturage, c'est une possibilité d'ajouter du transport public pour un coût par kilomètre passager de 15 centimes pour la collectivité. Et ça défie toute concurrence. Bon, on l'a bien entendu. Merci beaucoup, Victor. On a eu cet échange, je crois, en le temps d'un bon trajet covoiturage domicile-travail. Donc, c'est parfait. Merci beaucoup. Bon courage, bonne continuation à Carrosse, puisqu'il y a encore beaucoup de marge de progression. Peut-être un dernier mot là-dessus, sur la marge de progression. Quand on sait que 4% du covoiturage se fait en plateforme et qu'aujourd'hui, on est à peu près à 1 million de trajets au global par jour, il y a de quoi faire sur le nombre de trajets qui ont lieu, puisqu'il y a 74% des trajets qui sont en autosolisme, c'est ça? Il y a vraiment de quoi faire et du coup, j'ai 2 mots, c'est au travail. Merci beaucoup, Victor. Merci à toi.